Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Contrôle des denrées, marchandises et services, protection des consommateurs et répression des fraudes commerciales ainsi que ses textes d'application. C'est le projet de loi soumis en seconde ce jeudi par la ministre du Commerce. C'était un conseil des ministres où plusieurs autres sujets ont été abordés. Les détails dans ce journal. Des données climatiques et alertes précoces. Le PNUD équipe la Direction nationale de l'hydraulique et celle de la météorologie. Il s'agit des équipements leur permettant de détecter les catastrophes naturelles dans le pays. Et puis, et si c'était ça le bonheur, le concepteur Lamine Guirassi poursuit sa tournée au pays profond après la Haute-Guinée. Le PDG d'Adafo Media a mis le cap sur la Guinée forestière en Nzérékoré. Le Turbo a conféré avec le personnel d'Espace Forêt avant d'animer une conférence à l'université de Nzérékoré. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, dans sa traditionnelle session, le gouvernement guinéen a tenu ce jeudi 15 avril le Conseil des ministres, une réunion hebdomadaire au cours de laquelle plusieurs thématiques ont été abordées, notamment un projet de loi portant contrôle des denrées, marchandises et services, entre autres. Marissa Camara. Au cours de ce Conseil des ministres, la ministre du Commerce a soumis pour examen en seconde lecture le projet de loi portant contrôle des denrées, marchandises et services, protection des consommateurs et répression des fraudes commerciales ainsi que ses tests d'application. Elle a rappelé que les réalités actuelles au niveau national ainsi que celles de l'environnement du commerce international des denrées alimentaires ont démontré les insuffisances de la loi L94 CTRN du 14 février 1994 relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services et à la répression des fraudes commerciales. Mariam Camara indique également qu'en Guinée, les maladies d'origine alimentaire et les risques nouveaux relatifs à toutes les denrées importées et produites sur place deviennent un véritable problème de santé publique, avec un impact négatif sur l'économie nationale. La ministre a rappelé que plusieurs produits guinéens destinés à l'exportation ne sont pas admis dans certains pays, dont ceux de l'Union européenne, pour défaut de conformité aux normes. Il s'agit notamment de l'huile de palme, du miel, de la pâte d'arachide, de la poudre de piment, du beurre de qualité et du café. L'autre sujet qui a été au cœur des débats est l'éligibilité de la Guinée au programme du Millennium Challenge Corporation. L'agence de notation américaine Freedom House, dans son dernier rapport publié le 22 mars 2021, a baissé de 2 points la note de la Guinée dans ce registre. Le ministre a expliqué que pour inverser cette tendance, une synergie avec le secrétariat général du gouvernement et les ministères en charge de la santé, de la justice, des affaires étrangères, de la citoyenneté, de l'éducation nationale, de la communication et de l'autonomisation des femmes a été mise en œuvre en vue de renforcer la communication institutionnelle en direction du public en général et des agents de notation en particulier. Le Conseil a donné son soutien au ministre des Investissements et l'encourage à poursuivre le processus pour l'obtention de la note requise pour accéder aux 10 fonds. Lutte contre la corruption, Alpha Condé hausse le ton au Conseil des ministres ce jeudi. Il a invité les ministres concernés à œuvrer à la réforme des structures de lutte contre la corruption en vue de leur conférer plus d'efficacité. Le cas particulier de l'Agence nationale de lutte contre la corruption a été souligné et des mesures envisagées. C'est à juste titre que les acteurs qui combattent le phénomène saluent la sortie du chef de l'État. Nous avons interrogé le docteur Alpha Abdoulaye Diallo, président de l'ONG Publiez ce que vous payez. Mahmoud Bouleri Diallo pour plus d'explications. La Guinée a déjà adopté la loi contre la corruption pour barrer la route aux bandits à col blanc. C'est à ce titre que l'Agence nationale de la lutte contre la corruption a été créée, mais le texte souffre d'application.
Une loi qui découle pourtant de la volonté du président de la République. Dr Afrablaye Diallo applaudit et exhorte que l'acte soit lié à la parole. C'est une prise de conscience, certes tardive de la part du président de la République, mais nous disons que vaut mieux tard que jamais. Il est important aujourd'hui que cette agence soit placée au cœur de la lutte contre la corruption avec tous les moyens techniques nécessaires pour que réellement elle joue son rôle à l'image de l'Agence nationale de lutte contre la corruption au Botswana et aussi au Rwanda. Les plaintes des acteurs de la société civile et des anonymes sont compilées par l'ANLC pour les remettre au procureur afin d'ouvrir des enquêtes pour corruption. Le président de l'ONG Publiez ce que vous payez reconnaît que la tâche n'est pas facile en Guinée. Toutes les structures qui sont en charge du contrôle et de lutte contre la corruption en Guinée, ce sont des structures affaiblies par la simple volonté des uns et des autres, parce qu'il n'y avait pas une réelle volonté de lutte contre la corruption. En 2016, un audit de la Banque mondiale au niveau des marchés publics a estimé la corruption à 6 milliards de francs guinéens par an. C'est énorme et ça c'est une estimation et nous pensons que même ça dépasse ces 600 milliards. C'est environ véritablement la moitié ou pour ne pas dire plus de 60% de l'aide au développement que nous recevons des partenaires. Donc si nous luttons efficacement contre la corruption, les déperditions, les détournements d'argent, les deniers publics, donc il est important véritablement de lutter contre la corruption pour que les deniers publics puissent servir aux services sociaux de base pour les Guinéens. La sortie du président Alpha Condé est certes saluée par cet acteur, mais il demande plus pour combattre la corruption qui gangrène l'administration guinéenne. Du système éducatif, il en a aussi été question à ce Conseil des ministres. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation salue l'instruction du président de la République sur la biométrisation et l'organisation prochaine des états généraux dans le secteur de l'éducation. Pour Michel Pépé Balamou, ces initiatives permettront d'assainir le milieu scolaire, lutter contre la fraude et surtout contrôler le flux effectif. Il sollicite également la hausse du budget alloué à l'éducation à 40%. Alseni Bari et Alseni Kamara. Au cours du dernier Conseil des ministres, le président de la République a instruit au ministère de l'Éducation l'intégration de la technique biométrique dans la gestion du département. Le président de la République a vivement encouragé les ministres du système éducatif à poursuivre et intensifier, en collaboration avec le ministre en charge des télécommunications, l'intégration de la technique biométrique dans la gestion de leur département afin de lutter plus efficacement contre la fraude et les détournements et qualifier davantage l'école guinéenne en la mettant au diapason des nouvelles technologies. Le secrétaire général du SNE espère que ces instructions ne seront pas au stade de discours car le système éducatif se porte très mal. Trouver son diplôme ou relever des notes relève d'un parcours de combattant, sans parler des pertes de dossiers, d'où l'importance de la biométrisation et la digitalisation du système éducatif. C'est la dématérialisation du système éducatif, parce que la dématérialisation, c'est pour éviter la perte des dossiers. Troisièmement, ça facilite le contrôle des effectifs, du personnel. Au lieu que chaque fois l'on ne parte de recensement en recensement répétitif, ça va cesser. Ça permet aussi de contrôler le flux migratoire des élèves d'une école à une autre, d'éviter les faux renseignements qu'on attribue aux enfants pendant les examens. L'autre pan de l'instruction du président de la République, c'est l'organisation des états généraux du secteur de l'éducation. Là aussi, Michel Pépé Balamou se réjouit de l'initiative. Pour lui, l'école guinéenne est malade et moribonde. Il préconise des conditions, notamment la présence des vrais acteurs comme les parents d'élèves, les enseignants, les partenaires techniques et financiers. Le second élément, on élabore des termes de référence. Les termes de référence, ce sont les différents points sur lesquels on va s'axer. C'est-à-dire que qu'est-ce qui doit être fait à court terme, à moyen terme et à long terme. Et par la suite, l'élément le plus important, c'est l'organisation des conférences thématiques. Et lorsqu'on dit d'organiser les conférences thématiques, ça consiste à organiser des conférences dans les préfectures, dans les régions, dans les écoles. Il termine par proposer l'élévation du budget alloué à l'éducation nationale à 40% au lieu de 20%.
Autre chose dans cette édition, le barreau de Guinée apporte son soutien à l'association des huissiers de Guinée. Vous le savez, les huissiers de justice sont en grève depuis le jeudi 15 avril sur toute l'étendue du territoire national. Un arrêt de travail illimité qui survient suite à l'interdiction d'accorder des réquisitions aux fonctionnaires de justice. Ce matin, dans une déclaration, le barreau de Guinée a exprimé toute sa solidarité aux huissiers de justice et promet de les accompagner dans leur mot d'ordre de grève. Maître Djibril Kouyaté, bâtonnier, est au micro de Mohamed Valek Touré et de Mohamed Alousseni et Camara. Quand une décision de justice est obtenue, pour son exécution, il faut les huissiers. Si ces huissiers décident de débrayer, cela impacte sur le travail des avocats. Nous ne pouvons pas donc travailler tant que les huissiers ne sont pas à nos côtés pour nous accompagner. Et puisqu'ils sont en difficulté, nous avons estimé qu'il fallait que nous rencontrions dans le cadre d'une assemblée générale pour définir une position à tenir par rapport à cette situation. Nous voulons bien que les décisions de justice soient exécutées. Nous avons pris position par rapport à la situation dans laquelle les huissiers se trouvent. Le système de collecte des informations climatiques et d'alerte précoce pour un développement résilient et adapté au changement climatique en Guinée. Le PNUD vient de doter la Direction nationale de l'hydraulique et celle de la météorologie des équipements leur permettant de détecter les catastrophes naturelles dans le pays. La cérémonie de remise s'est tenue ce vendredi à Conakry dans les différentes directions bénéficiaires. Suivez cet élément de reportage signé Ali Badara Camara et Aboubakar Camara. Désormais, la Guinée pourra faire face aux éventuelles catastrophes naturelles à travers l'obtention de ses équipements de prévision des phénomènes naturels. Cela grâce au projet de renforcement des informations climatiques et des systèmes d'alerte précoce pour un développement résilient et adapté au changement climatique en Guinée. L'initiative est de l'Organisation des Nations Unies à travers le Programme des Nations Unies pour le développement, financé à hauteur de 13 milliards de francs guinéens. Et on s'inscrit bien sûr dans l'adaptation au changement climatique, aux objectifs de développement durable. Ça va permettre vraiment à la Guinée de répondre à tous les critères et aux capacités d'observation, de suivi, d'anticipation de tous les risques. Il s'agit de 336 échelles linémétriques pour le réseau hydrologique, un débitmètre automatique, un bateau accompagné de fibres et autres accessoires suivis des kits d'installation et 6 motos. Ces équipements permettront de rénover 42 stations hydrauliques dans le pays. Nous avions, n'est-ce pas, un réseau de 82 stations qui était devenu vétus. On n'avait qu'une quarantaine qui fonctionnait. Donc avec cet appui qui nous apporte 42 nouvelles stations, avec 22 stations automatiques, vous voyez ce que ça fait pour, n'est-ce pas, nous amener à mieux assumer notre mission. À la Direction nationale de la météorologie, 9 stations synoptiques, dont 2 stations aérodromes, 12 stations climatologiques, 12 détecteurs de foudre et plusieurs autres matériels de prévision sont mis à la disposition de la direction. Maintenant, nous n'étions pas à mesure d'appréhender certains phénomènes. Alors avec les nouveaux équipements, on peut pouvoir disposer des informations sur le temps au-dessus de notre territoire en temps réel. Au-delà de ces acquis matériels, les bénéficiaires sollicitent aussi l'accompagnement des partenaires du gouvernement guinéen pour la qualification du personnel à la Direction nationale de la météo. Il y a une volonté politique qui doit être à la base pour pouvoir mettre, disons, suffisamment de personnel qualifié au niveau des services que je viens de citer. Sinon, ce sera de la quincaillerie qu'on a disposé un peu partout, disons, dans le pays. À noter que les 12 détecteurs de foudre ont été installés à travers le pays pour permettre ainsi de prévenir les multiples accidents dus aux foudres.
Je vous le disais également en titre, après Mamou et Cancan, le PDG du groupe Adafo Média poursuit sa tournée en Guinée forestière où il a pris contact avec ses collaborateurs de la radio Espace Forêt. Une occasion pour ces derniers de présenter leurs doléances à Lamine Guirassi qui s'engage à améliorer la qualité du cadre de travail pour ce personnel. L'animateur des Grandes Gueules a aussi animé une conférence sur l'entrepreneuriat et son parcours à l'université de Zérekoré, André Mossier Milimono, Idrissa Bari et Tierno Sadouba. C'est après avoir répondu aux questions de Collier Diallo dans l'émission spéciale des auditeurs que le président directeur général du groupe Adafo Média a eu un échange avec l'ensemble du personnel de la radio Espace Forêt. Dans leurs doléances, les employés ont demandé à Lamine Guirassi de mettre en place pour eux un programme de renforcement des capacités. Venir lui-même et toucher au bout du doigt les différentes réalités auxquelles nous sommes confrontés, je pense que c'est le meilleur des rapports qu'il puisse avoir. Et nous ne pouvons être que satisfaits. Nous avons profité de l'occasion pour lui exprimer nos besoins. Le patron, puisqu'il n'aime pas promettre, il a dit qu'il a compris et nous espérons qu'il pourra remédier à tous ces problèmes et dans un laps de temps. En réaction, Lamine Guirassi a d'abord félicité et encouragé le personnel pour les efforts consentis dans la qualité de leurs prestations. Pour les doléances, il recommande ceci. Tout ce qu'ils ont évoqué dans ce qu'ils ont dit, ils ont peut-être une mauvaise lecture sur certaines choses, mais d'autres, évidemment, c'est leur droit fondamental, j'ai envie de dire. La formation, c'est le matériel, à une condition, évidemment, que ces matériels soient aussi entretenus. Nous allons, évidemment, se bouger pour trouver les moyens nécessaires en ce qui concerne le déplacement. Le matériel, je vais encore faire un effort, encore une fois de plus. Je le fais, je prends l'engagement à Zérekoré, mais aussi c'est pour les autres régions aussi. L'animateur principal des Grandes Gueules s'est aussi rendu à l'invitation de la 11e promotion du département génie environnemental à l'université de Zérekoré. Partageant son parcours et son expérience dans l'entrepreneuriat, le patron de presse invite les étudiants sortants à s'engager dans ce sens. On a vu M. Lamine, monsieur qui fait une promotion de l'entrepreneuriat jeune et un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat jeune, comme il vient de le dire. Au départ, personne ne le croyait qu'il allait réussir en tant que jeune. Pas parce qu'on ne voyait pas le talent en lui, mais on le voyait en tant que jeune. Il faut tout de même préciser que cette visite de Lamine Guirassi dans la région forestière a un double objectif. Au-delà de rencontrer ses employés, il réalise aussi un documentaire dénommé « Et si c'était ça le bonheur ». Et puis 16 avril 2010, 16 avril 2021, 11 années se sont déjà écoulées depuis le décès de Dr Ibrahima Fofana, l'un des hommes qui a marqué l'histoire de la structure syndicale USTG et ses alliés, figure emblématique du syndicalisme africain. Cet homme a défié le régime du général Lansana Conté avec sa complice Adia Rabiatou Serra Diallo entre 2006 et 2007 pour commémorer sa mort. Son cabinet finance chaque année pour faire un sacrifice et des prières pour le repos de son âme. À son domicile, Mamadou Fofana se souvient de son frère au micro de Fatoumata Bintabari et de Abdoulaye Kamara. À chaque date anniversaire du décès de mon grand frère, Ibrahima Fofana, le bureau syndical de l'USTJ finance le sacrifice pour commémorer la mort de notre grand frère, notre fait regretté Dr Ibrahima Fofana, pour organiser des lectures du Saint-Coran, des prières en famille, pour avoir une pensée vers sa personne, faire des prières pour le repos de son âme. Au moment où il mourait, c'était vraiment une icône. Au-delà même de l'activité syndicale, c'était une personne que tout le monde admirait. Et nous, personnellement, on se souvient de cet homme généreux, de cet homme qui a toujours mis en avant l'honnêteté, la sincérité et le patriotisme. Il a toujours mis en avant
et pour mettre l'intérêt vraiment des travailleurs et celui de toute la nation au-dessus de tout. Plan international Guinée, l'Agence française de développement et la FIFA lancent le programme dénommé Championne, un projet de promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du football. Le projet couvre la Guinée, le Togo et le Bénin. En Guinée, ce programme s'étend sur 21 communes urbaines et rurales des régions naturelles, plus la zone spéciale de Conakry. Mamadou Kalisso et Ibrahima Sori Kamara. Ce projet devrait permettre l'émancipation des filles et jeunes femmes grâce au renforcement des capacités en promotion du football féminin. Un environnement protecteur en faveur de l'égalité des genres dans la formation des acteurs communautaires et parents d'élèves. C'est une grande opportunité d'utiliser le sport et de promouvoir le développement des filles à travers le sport. Et pour nous, nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout faire pour que les filles guinéennes, celles qui pratiquent le sport, surtout à l'intérieur du pays, se développent et s'épanouissent normalement. Le sport est un élément essentiel dans l'éducation, mais moins de 10% des écoles élémentaires publiques sont pourvues d'infrastructures sportives. En milieu rural, ce taux tombe à moins de 2% selon le rapport de la Banque mondiale en Guinée en 2017. Ce projet est justement initié pour relever ces défis. La Guinée fait les 3/4 du boulot parce que tout est balisé déjà et les autres ne font que se servir de ce que nous avons déjà fait. Donc nous sommes devenus une référence. On a des acquis, la Fédération guinéenne de football. Peut-être que vous devez véhiculer cela aussi, savoir qu'aujourd'hui la Fédération guinéenne de football constitue un moteur africain. Et constitue, si vous voulez, le fer de lance du football féminin et du football en général, parce que tous les programmes initiés cela sont aujourd'hui en route. L'application du projet doit permettre de toucher directement des milliers de jeunes filles et garçons des écoles primaires et secondaires, des filles déscolarisées ou non scolarisées qui sont en apprentissage ou au chômage. Vous avez bien compris que l'idée de base, au fond, c'est que les jeunes femmes de Guinée, par le sport et le foot en particulier, qui est évidemment très populaire, puissent prendre confiance en elles et donc devenir des actrices de la nation, du destin collectif et de la transformation du pays. De façon indirecte, des autorités locales, parents d'élèves, leaders religieux et acteurs de la société civile sont aussi ciblés. La mosquée Salam, située au quartier Sandervalia dans la commune de Kaloum, vient d'être rénovée. Elle affiche désormais une image à la pointe de la modernité grâce à Ousmane Yansane, ingénieur de profession. Son objectif est de contribuer à la valorisation de l'islam. L'inauguration a été faite aujourd'hui après sa rénovation qui a démarré depuis 2020. C'est un public reportage de Justin Leno et de Yacouba Traoré. La mosquée Salam a été construite pour la première fois en 1985. Il y a quelques années, elle affichait une image les plus mauvaises, mais grâce à l'ingénieur Ousmane Yansane, fils du terroir, ce lieu de culte est rénové à la pointe de la modernité. Monsieur Ousmane Yansane est venu juste pour voir quel apport il va apporter pour raffermir l'étanchéité et pour régler les escaliers des minarets. Et ce que vous devez retenir, c'est que du début à la fin de cette mosquée, il n'a pas demandé un centime à personne. Une mosquée capable d'accueillir environ 700 personnes. À l'intérieur, une place est réservée aux hommes et une autre aux femmes. Un autre couloir au premier étage est réservé aux hommes et aux femmes avancés en âge qui n'ont plus la force d'utiliser les escaliers pour se rendre au premier étage. On remercie le Dieu et puis le donateur, M. Yansane Ousmane, qui a sacrifié pour cette mosquée à la commune de Kaloum, présentement à Sandrawalia. On remercie Yansane, ce qu'il a fait pour l'islam. La mosquée renferme aussi une bibliothèque pour les sciences de lecture du Saint-Coran, des latrines, un lieu pour les ablutions, un fourrage et les cuves d'eau ravitaillées de manière automatique. Je suis né à Sandarvalia.
le bâtiment était vétuste. Et presque les fidèles ne pouvaient plus maintenant prier dans cette mosquée. Et compte tenu de l'affection que j'ai pour ma religion, je me suis engagé corps et âme, tout en implorant Dieu de me donner cette force-là de vaincre les travaux que j'ai eu à faire. Pour sa longévité, une équipe est déjà constituée pour s'occuper de l'entretien journalier de cette mosquée. Et les violences conjugales sont certes récurrentes et bien connues dans notre société, mais celle dont nous parlons maintenant est peu ordinaire. Mami Souma, c'est son nom, mère de famille et âgée de 34 ans, a été battue par son beau-frère et sous les yeux de son mari. L'acte s'est passé le week-end dernier à Maferéa, une sous-préfecture de Forêt-Carré. La raison invoquée par ce dernier est l'infidélité, mais cette version est catégoriquement refutée par la victime. Reportage Diene Bemba Koulibaly et Alseni Kamara. Le visage amoché, Mami Souma, mère de 3 enfants, a été battue par son beau-frère. Partout sur son corps, des blessures d'une extrême violence infligées en présence même de son mari qui lui reproche d'adultère. Une de mes belles-sœurs m'a appelé au téléphone pour me dire que mon beau-frère m'accuse d'adultère. Surprise aussitôt, je décide de rentrer à la maison. C'est vers 21h, alors que j'étais assise devant ma chambre, que j'entends mon beau-frère proférer des injures à mon endroit devant sa maman, qui n'est pas intervenue. Ne pouvant plus supporter de l'écouter de m'injurier de la sorte, je décide de répliquer. Et c'est là qu'il est venu se jeter sur moi, en me frappant avec du bois pendant des heures, sans que sa mère ne réagisse. Mariée depuis 15 ans, la jeune femme dit subir au quotidien des injures, des brimades de tout genre. Même ses efforts à soutenir sa petite famille ne l'ont pas aidée. Je vends de l'eau à Maferéa avec mon enfant. Après la vente, je vais au marché. J'achète des condiments pour préparer. C'est moi qui soutiens mes enfants. Mon mari aussi a l'habitude de me frapper. Cette fois, c'est Dieu seul qui m'a sauvée. La victime est soutenue par l'ONG Amicale des femmes et filles pour le développement de l'Afrique. Elles ont entamé une procédure judiciaire et le présumé bourreau est déjà interpellé. Alors, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que la dignité, la personnalité, la liberté de la femme sont considérées comme étant des valeurs sacrées par nos instruments juridiques nationaux et internationaux qui doivent être respectés et protégés. Nous demandons à ce que la dame soit rétablie dans ses droits, à ce que l'auteur soit puni de ces actes ignobles-là, parce qu'elle réclame justice. Ces cas ne sont pas rares, mais la plupart des victimes préfèrent garder le silence ou se soumettre à la pression des communautés et des traditions. En région, à Cancan, une fille en classe de 6e année perd la vie à la recherche d'une mangue. Ce fait inédit s'est produit mercredi dernier au quartier Briqueterie dans la commune urbaine. Sous le choc, un proche de la victime a bien voulu accepter de témoigner au micro d'Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional. Suivez. Jusqu'à 17h ce mercredi, Marie Tolno, élève de la 6e année, partageait le même abri que sa famille adoptive avant de se rendre pour cueillir des mangues qui lui a été fatale. Le drame s'est produit au quartier Briqueterie, dans la commune urbaine de Cancan. Le soir, elle est allée à l'école. Après, elle est revenue, elle a fait la cuisine. Donc après la cuisine, ils ont mangé à faim. Et après, soudain, qu'est-ce qui l'a poussé à venir au manguier pour grimper afin de récolter un fruit. Pas avec la gaule, mais prendre le fruit avec sa main. Le poids a joué sur la branche, finalement ça s'est cassé. Elle est venue se jeter par la tête. Selon lui, cette jeune fille âgée de 6 ans a été adoptée par sa grande sœur depuis à bas âge.
Pour cause, la mère de cette dernière aurait perdu successivement de nombreux enfants dans son foyer conjugal. C'est pour être épargné donc du même sort que Marie a retrouvé Cancan, mais hélas Dieu en a décidé autrement, a-t-il renchéri. Sa mère est la jeune sœur de celle qu'il a hébergée. C'est ici maintenant à bas âge, jusqu'à la scolariser, elle était maintenant avec cette dame-là. Vous voyez, c'est ce qui a beaucoup brisé son cœur pour ce décès. À en croire bon nombre d'observateurs, des enfants qui sont pour la plupart adoptés de nos jours à Cancan, surtout en cette période de mangue, sont utilisés au premier plan par des parents comme moyen pour se faire de l'argent dans la quête et la vente des mangues. Une situation qui mérite aujourd'hui l'attention des ONG et autorités en charge des questions de l'enfance dans la région administrative de Cancan. Et c'est sur ce drame que s'achève cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.